Bienvenue pour cette séance du Conseil municipal du 25 septembre. Le secrétaire de séance, ça sera Jérôme Jacopin, il est présent, à qui je vais demander de procéder à l'appel des conseillers municipaux. Michel Cadour. Présent. Sophie Morvan. Présent. Nicolas. Présent. Isabelle Nédélec. Présent. Mathieu Zilté. Présent. Sophie Gallard. Présent. Hubert Quintel. Va arriver. Michel Richard. Présent. Mehdi Gallet. Présent. Marie-Françoise Cardine. Présent. Alain Cuet. Présent. Jean-Jacques Adal. Présent. Pierre Évin. Procuration à Thierry Collat. Catherine Mercer. Procuration à Isabelle Nédélec. Bénédicte Rouet. Présente. Stéphanie Cottereau. Présent. Céline Caranguin. Procuration à Michel Cadour. Olivier Guin. Présent. Denis Fellet. Présent. Bruno Simon. Présent. Sylvie Ravaillot. Procuration à Denis Philippe. Gwenel Carjean. Présent. Jonal. Présent. Catherine Véniel. Jean-Philippe Sourivan va arriver. Emmanuel Lebars. Présent. Philippe Béjeux. Présent. Bien, merci. Après cet appel des conseillers municipaux, on va procéder à l'approbation du procès-verbal de la séance du 3 juillet 2025. Était secrétaire de séance Gwenaël Kerjean. Y a-t-il des observations sur ce procès-verbal? Il n'y en a pas. Je considère que c'est un accord. Ok, merci. Vous aurez à signer, M. Kerjean, le rapport. Donc, les noms des secrétaires de séance lors des commissions thématiques, Affaires générales et finances, Jérôme Jacopin, Lien social, Nelly Gallet, Culture, animation, jeunesse, éducation, enfance, sport et association, Jean-Philippe Souriman, et urbanisme, aménagement et développement durable, Gilbert Quintel. Donc, je rappelle toujours ce principe, mais qu'il faudra toujours tenir compte. Ceux qui ont, dans le cadre des délibérations, notamment pour des subventions, des conventions, ceux qui sont partie prenante ou qui sont présidents ou membres du bureau d'une association doivent se retirer. Voilà ce que je voulais dire avant de commencer la séance du Conseil. Juste faire un petit préambule, de dire que bon voilà, l'activité a repris après les vacances. J'espère qu'elles se sont bien passées pour toutes et tous. La rentrée scolaire, on fera le point tout à l'heure, mais nous avons eu une rentrée scolaire, je dirais, au même niveau que les autres années. Ça s'est très bien passé. Nos effectifs sont relativement stables. C'est sûr que l'avenir, après, on verra bien, mais que tout ça, je dirais, les rentrées dans toutes les écoles de la commune se sont vraiment bien passées. Puisqu'on parle de rentrée scolaire, on a aussi, je fais un point sur le forum des associations, qui a encore mobilisé énormément d'associations d'une part, mais aussi beaucoup de gens, beaucoup de Guilériens et de Guilériennes, voire même en dehors, plus loin que notre commune, sont venus à ce forum pour s'inscrire, pour découvrir, et ça a été encore un succès formidable. Donc merci à toutes les associations et aux agents qui ont préparé la bonne, et aux élus bien sûr, qui ont préparé la bonne réalisation de ce forum. Et dans la continuité du forum, nous avions Guilher fête sa rentrée. Guilher fête sa rentrée qui a eu lieu dans un site qu'on n'avait jamais imaginé,
mais que moi j'avais imaginé que effectivement pouvait prétendre, pour certains au moins toujours, à porter problème. Le délocaliser au Boulodrome, là aussi un très grand succès, puisqu'on voulait relancer le feu d'artifice qu'on avait arrêté pour des raisons techniques dans le stade Louis Ballard, à côté du stade Louis Ballard. Nous avons relancé. La météo était clémente, mais comme on avait un abri, de toute façon, le problème se posait moins, si, pour le feu. Nous avons eu énormément de gens à se déplacer, je dirais un succès sur toute la ligne. Un très grand bravo à toutes les personnes qui se sont mobilisées pour la préparation, très longtemps en avance, mais le jour J aussi. Les associations qui ont tenu la restauration et le bar, ça a été, je dirais, très bien fait, très bien tenu. Le feu d'artifice, tout le monde était content, satisfait. J'ai été présent et j'ai bien entendu les réactions et les commentaires. Ils étaient tous très contents. Et aussi, à noter quand même l'animation, les animateurs, ce karaoké dont j'étais aussi un peu dubitatif et un peu étonné. Mais alors là, ça a fonctionné et ça a mobilisé énormément de personnes. Et j'avoue qu'il y a eu une ambiance du tonnerre. Donc un grand bravo à tous ceux qui ont participé et le service technique, je ne veux pas oublier. Les services techniques qui ont été aussi de grande nature pour tenir et préparer tout ça. Ça s'est vraiment très bien passé. Voilà ce que je voulais dire. Ensuite, nous rentrons, je le dis parce que la période nous rentrons dans une période préélectorale et une période municipale. Je souhaite que les débats et cette préparation et l'action qui sera menée par les équipes différentes pour exposer leur programme et leur vision de Guilher de demain se fassent en tout respect, en tout, je dirais, respect des gens d'une part et en toute, je dirais, sérénité, et que le débat, confrontation d'idées se fasse sur les propositions des uns et des autres et non ailleurs. Voilà ce que je voulais dire en préambule de ce conseil. Et je donne la parole tout de suite à Michel Cadour pour le compte rendu de la délégation générale du conseil municipal au maire. Donc la 2025-12 demande de subvention auprès de la caisse d'allocation familiale pour un projet d'investissement au multi-accueil de Guilher, les Petits Poussins. Subvention de 8 760 € sollicitée pour financer les travaux de remplacement du sol souple de la cour extérieure. 80% de 10 950 € correspondant au coût hors taxe des travaux. La 2025-13, décision de virement de crédit numéro 1 au BP 2025. Fongibilité des crédits, virement de crédit de chapitre à chapitre au sein de la section d'investissement. Moins 44 500 au chapitre 21. Immobilisation corporelle. Article 221-321. Construction, immeuble de rapport. Plus 44 500 au chapitre 23. Immobilisation en cours. Article 23-13. Immobilisation corporelle, construction. 2025-14. Demande de subvention au titre du fonds vert. Aide aux maîtres bâtisseurs pour la construction de 34 logements locatifs, sociaux, collectifs sur la commune de Guilher. 2025-15. Marché de travaux pour la restructuration de la cantine scolaire de l'école publique Châteaubriand, lot numéro 1 à 9. Passation d'un avenant numéro 1 pour prolonger d'un mois supplémentaire le délai global d'exécution initialement fixé à 3 mois, soit un délai total de 4 mois, période de préparation comprise. 2025-16. Passation d'un marché sans publicité ni mise en concurrence avec la société l'UCTA Ouest 35 510 à Cesson-Sévigné en vue de la réalisation des travaux de rénovation en LED de l'éclairage du terrain de foot B du stade de Louis Ballard. Montant hors taxe 33 790. 2025-17. Autorisation de mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer
dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l'article L. 2123-18 du présent Code, article L. 2122-22-31. Le 107e Congrès des maires aura lieu les mardis 18, mercredi 19 et jeudi 20 novembre 2025. Ce congrès permettant d'échanger sur des problématiques communes, il convient que M. Pierre Augor, maire, Mme Isabelle Nedelec, 5e adjointe, M. Mathieu Seité, 6e adjoint, M. Gilbert Quintel, 8e adjoint, représentent la commune lors de cette manifestation. Marché de travaux, 2025-18. Marché de travaux pour la restructuration de la cantine scolaire de l'école publique Châteaubriand. Passation d'un avenant numéro 2 au marché, conclu pour les lots numéro 1 à numéro 5 et numéro 7 à numéro 9. Lot numéro 1, démolition des amiantages, moins 2067 €. Donc ça fait, hors taxe, pardon, donc ça fait moins 4,88 au marché. Lot numéro 2, menuiserie extérieure, plus 118,74 €, donc ça fait plus 0,28% au marché. Lot numéro 3, doublage, cloison, faux plafond, plus 440 € hors taxe, plus 3,89% au marché. Lot numéro 4, menuiserie intérieure, plus 1009,80 €, donc ça fait plus 6,52% au marché. Lot numéro 5, carrelage, faïence, sol souple, plus 1963,84 € hors taxe au marché, donc ça fait 5,75% en plus. Lot numéro 7, équipement de cuisine, plus 1440,50 € hors taxe, plus 2,92%. Lot numéro 8, chauffage, ventilation, plomberie, plus 495,70 €, plus, donc ça fait plus 1,61%. Lot numéro 9, électricité, plus 746,08 €, donc ça fait plus 9,33 € au marché. Montant initial, tout lot confondu, 235 519,10 € hors taxe. Montant cumulé avenant, plus 4 147,66 € hors taxe, ce qui fait un plus à 1,76%. Montant après avenant numéro 2, tout lot confondu, donc 239 666,76 €. Donc après 2025-19, passation d'un marché sans publicité ni mise en concurrence avec la société Paysage Giroise, à Milizac-Guipronvel. Travaux d'aménagement d'un columbarium au cimetière de la Source. Montant de la prestation, 35 486,90 € hors taxe. Merci. La commission d'urbanisme, aménagement et développement durable a pris connaissance du dossier. Ah, mais Gilbert n'est pas arrivé. Bon, voilà. Il arrive juste. La commission culture, animation, jeunesse, éducation, sport, association et lien social et commission affaires générales et finances a pris connaissance du dossier. D'accord. Y a-t-il des observations, des commentaires? Oui, je souhaitais apporter un commentaire. Oui. Merci. J'ai soulevé effectivement en commission finances le fait que les décisions 2025-16 et 2025-19 donc sont des marchés sans publicité ni mise en concurrence. Et j'ai demandé, je souhaitais savoir s'il y a eu quand même une mise en concurrence vu le montant des devis. Le montant de la prestation retenue. J'ai adressé un mail à Sophie Gavard chez Michel Cadour, voilà, pour savoir si effectivement il y avait eu quelles entreprises avaient été sollicitées et s'il y avait eu une réelle mise en concurrence sur ce sujet. Je confirme la réponse que j'ai donnée en commission. Donc en fait, pour l'éclairage du stade de foot, il y avait 3 entreprises qui ont été contactées, et en fait, il n'y en a qu'une qui a répondu. Donc, et on a les... Deux réponses. Deux réponses qu'on a. Deux réponses, et une qui était plus chère de 4 000 €, me semble-t-il. Ah ouais. 3 400. 3 400 €. D'accord. Et sur l'autre... Alors, je rappelle, hein, parce que vous faites
Pour la mise en concurrence, bon, aujourd'hui, pourquoi? C'est depuis le Covid, me semble-t-il, le seuil, c'est 100 000 euros. Avant, c'était 40 000. Bon, les deux cas, ici, sont à moins de 40 000. Le deuxième cas que vous évoquez, c'est une société qui nous fait une prestation. Nous sommes à notre 4e columbarium. Le 4e columbarium, depuis 2000, alors je ne sais plus le premier, c'était 2012 ou 2013, puisque les évolutions je dirais, les sépultures ont évolué et on a eu une demande en matière de columbarium, de cavurne, et de plus en plus de crémation aussi, donc jardin du souvenir, et puis voilà. Bon. Et on avait donc la première fois, c'est parce qu'on avait une demande accrue de columbarium. Nous avons fait ce columbarium qui a été, je dirais, excusez-moi, même si on parle de deuil, mais il a été publicité. Et donc on a fait 3 identiques et on a renouvelé, on a redemandé la société. La société nous a fait la même prestation, enfin nous fait la même prestation que pour les 3 autres, avec une augmentation des prix de 19%. Vous allez dire, wow, 19% entre 2021 et 2025. C'est exactement l'indice des travaux publics. L'augmentation des indices des travaux publics entre 2021 et 2025 est exactement de 19%. Donc voilà. Et on veut garder la même parce que dans l'alignement, il y aura 4 identiques. Et puisque, alors, il y a eu une demande supplémentaire, semble-t-il, de la part des services techniques suite à des visites de gens qui sont venus voir les élus, mais je ne sais plus quel samedi matin, qui ont demandé d'avoir des bancs dans le cimetière, pour tout simplement parce que, ben oui, c'est un lieu de deuil, mais aussi de recueillement, et beaucoup de personnes, et notamment des personnes âgées, ils viennent pour se recueillir et demandent à pouvoir se poser, et on manquait de bancs. On avait mis déjà une première fois, mais on manquait de bancs. Il y a des gens qui viennent et tout simplement qui passent des fois 1 heure, 2 heures de temps à bouquiner, parce que le lieu, ben, il est tranquille, il est, voilà. Bon. Donc, on essaye aussi d'apporter toujours à ces demandes, les solutions. Et donc, il y a eu, je crois, 2 bancs ou 3 bancs, 2 bancs qui ont été mis en place, et donc on a coulé les dalles en dessous. Voilà les prestations qui ont été faites pour ces deux, ce chantier-là. Et pour le stade de foot, Michel vient de répondre le pourquoi. Voilà. Y a-t-il d'autres observations? Oui. Juste une dernière. Donc, pour le stade de foot, mets ton micro. Ouais, c'était urgent. Donc, la prestation est terminée depuis hier soir, je crois, ou avant-hier soir. Et donc, c'était urgent parce que la saison de foot. Ouais, et puis là, il commence à faire nuit. Et il y avait une demande très forte du club de foot. Je ne sais pas si vous êtes dans le club, mais bon, ils nous ont adressé des mails à plusieurs reprises. Et vous n'aviez pas idée, il y a 3 ans, du besoin de mettre de l'éclairage sur le 2e terrain? Quand on a fait l'éclairage du terrain synthétique, on a récupéré des projecteurs, justement, du synthétique, pour mettre sur le terrain B, pour diminuer les coûts. Et donc, on savait que ça allait être provisoire. Et là, maintenant, donc, il est également en LED. D'accord. Parce que voilà. je dis ça parce qu'il y a eu un marché en 2022. Oui, voilà. Voilà. Donc, il aurait peut-être été préférable d'ajouter ce montant-là au marché initial, mais bon, sur une durée de 3-4 ans. Cette année-là, peut-être qu'on avait autre chose aussi à faire avec les budgets. Hein. Ok, donc là, il n'y a pas de vote. Je passe au point suivant, l'adoption du vœu en soutien au CIDFF. Le conseil d'administration de l'Association des maires de France du Finistère, AMF 29, réuni le 3 juin 2025, a adopté le vœu de soutien au Centre d'information sur les droits des femmes et des familles du Finistère. Ce centre joue un rôle fondamental dans notre département en matière d'accès aux droits pour toutes et tous, de lutte contre les violences faites aux femmes,
d'accompagnement vers l'emploi, de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. Aujourd'hui, le CIDFF du Finistère fait face à une situation financière critique en raison de l'application de la prime Ségur. Sans compensation de l'État, cette mesure déséquilibre durablement le budget de la structure et met en danger la pérennité de ses antennes de Brest, Quimper et Morlaix. Or, ces antennes assurent quotidiennement un accompagnement de proximité pour les publics les plus fragiles. Dans ce contexte préoccupant, la MF29 sollicite les communes et intercommunalités du Finistère à se mobiliser. Donc, il est proposé, bien évidemment, au conseil municipal d'adopter à son tour ce vœu en écho à l'initiative déjà prise par la ville de Quimper afin de renforcer le message collectif adressé aux services de l'État. Alors, la commission, je reprends. La commission lien social a vu le dossier. Avis favorable. La commission affaires générales et finances. C'est pas indiqué. Favorable aussi, je lis. C'est favorable. Oui, moi je l'ai en. C'est en plénière. Bon, ben alors, mis en plénière. Bon, désolé. Y a-t-il des questions là-dessus? Des interventions? Il n'y en a pas. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Deuxième point, vous avez eu en commission la mise à disposition des salles communales pour les candidats en vue des prochaines élections municipales et aussi pour des autres élections. Donc je ne vais pas vous relire tout le texte, il vous a été présenté. Voilà, donc je crois que c'est pour bien clarifier les choses. La législation entre la dernière élection municipale et celle-ci a encore évolué et il me semblait important de bien mettre les choses au point pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et qu'on a dit « Ah ouais, mais celui-ci a eu plus que l'autre et c'est bon ». Voilà, les choses sont claires, les choses ont été présentées et maintenant, après, chacun de prendre en forme et chaque équipe de prendre en forme pour bien réserver et prendre les dispositions pour réserver, pour faire des réunions publiques ou autre réunion. Voilà ce que je voulais dire, c'est un résumé peut-être rapide, mais comme ça a été, je ne vais pas reprendre tous les textes parce qu'il est assez long. La commission d'urbanisme, aménagement et développement durable a vu le dossier. C'est plénière aussi. Ah bon, donc c'est un avis favorable, je lis partout. Il y avait une question peut-être? Vas-y. Je ne sais pas si je recontextualise, mais en tout cas, on a fait 2 propositions. D'une part, je vais reprendre les formulations, ce sera plus simple, je ne vais pas me perdre dans ce que je raconte. Donc, pour les élections municipales, pour chaque liste, concernant les réunions publiques, jusqu'à l'ouverture de la campagne officielle, mise à disposition gratuite dans la limite d'une réunion publique par mois. Et, très bien. Enfin, nous, on est tout à fait favorables à cette délibération. Ensuite, concernant les réunions publiques pendant la période de campagne officielle, c'est-à-dire les 15 derniers jours avant le premier tour, mise à disposition gratuite dans la limite de 2 réunions publiques. Ok, très bien, ça nous convient. En cas de conflit entre réservation de salles pour des candidats ou listes différents, la priorité sera donnée en fonction du nombre de réservations déjà obtenues par chaque candidat ou liste et de l'antériorité de la demande. Donc, a priori, pas de souci, sauf que certaines listes vont préférer faire des réunions publiques pour nous, par exemple, pour informer les citoyens, travailler avec eux, etc., etc. On trouve dommage qu'il n'y ait pas une remise à zéro à compter du début de la campagne officielle pour les 15 derniers jours. Une remise à zéro en vue du nombre de réservations déjà obtenues. C'est pas plus clair que... Non ? Si, je comprends. Voilà. Il y a la partie préélectorale et il y a la partie officielle réglementaire des 15 derniers jours. Et toi, tu souhaiterais qu'il y ait remettre le compteur à zéro en fonction des dire, si on en a fait 10 et que d'autres n'en fait que 5, Juste sur cette période-là, qui est spécifique, qui... ce sera le contenu des réunions publiques sera... Écoute, ça nous laisse un peu de temps avant d'arriver là, de réfléchir,
Peut-être qu'il y a d'autres listes qui vont se présenter, d'autres candidats. Donc voilà, hein, on ne sait pas encore. Donc ben, conclusion, vous êtes favorable, monsieur le maire, à je cet amendement. n'ai pas dit que j'étais favorable. J'ai dit que ça nous laissait le temps de réfléchir, parce que s'il y a 10 listes, je vais dans machin, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Hein. Donc il faudra peut-être avoir l'antériorité de la demande, mais si effectivement, s'il y en a qui ont fait 10 et que d'autres n'ont fait que 5, bon, on serait tenté de dire, ben, celui qui n'a fait que 5 aura plus de favorables. Maintenant, je dirais, tant que tout le monde n'a pas déposé son dossier, eh ben, mais je serais prêt à revoir ma position en fonction de l'évolution des événements. Voilà. Je ferme pas la porte, quoi. Et deuxième élément, est-ce qu'il serait possible, donc c'était évoqué aussi en commission, qu'on puisse faire la publicité de ces réunions publiques-là dans les nouvelles de Guilherme? Alors, moi, l'intitulé de la réunion publique, il y a une réunion publique faite par telle et telle liste, tel jour, telle heure, bon, ça ne me dérange pas. Maintenant, on ne va pas faire tout le programme de la machin. Non, bien sûr, on est d'accord. Ah, on est d'accord. Là-dessus, ça a été mes consignes. Ça a été mes consignes. Comment? On annonce les réunions publiques, simplement. Oui, on annonce la réunion publique. Point. Il n'y a pas de détails en disant on va parler de ça, ça et ça. Non, pas de. Voilà. On est d'accord. Ah ouais. Et pour revenir sur le fait que vous êtes prêt à revoir donc cette partie de remise à zéro, machin, est-ce que ce ne serait pas judicieux, une fois que les pions étaient un peu avancés, que ce soit avec peut-être la DGS et puis les personnes concernées, que cette décision soit prise sur la remise à zéro? Mais je vais y réfléchir, c'était dans le fond de ma pensée, mais je ne vais pas forcément dévoiler toutes mes billes maintenant. On va faire, mais ça nous laisse 15 jours, je crois que c'est le 15 mars, donc ça nous laisse jusqu'au fin février pour trouver une solution. Il y a encore 5 mois devant nous. On est d'accord? Oui. Mais sur le principe, je ne ferme pas. Par contre, on peut valider quand même ce dispositif avec les observations que vous avez faites. On est d'accord? Très bien. Donc, je soumets au vote. A priori, tout le monde est d'accord? Ok, ça marche. Merci. Point suivant, je donne la parole à Michel pour la DM2. Alors, est-ce que vous voulez que je vous relise l'ensemble? Donc, parce que là, il y en a une tartine. Hein. Merci, Michel. Ouais. Je vais passer. Va la conclusion. Voilà. Donc, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la décision modificative numéro 2 au budget principal 2025, telle que mentionnée ci-dessus. De prendre acte que cette décision modificative porte la section de fonctionnement à 7 483 000 euros et la section d'investissement à 4 166 445 euros et que le budget principal 2025, toutes sections confondues, se porte donc à 11 649 445 euros en dépenses et en recettes, et d'autoriser Monsieur le maire ou l'élu délégué à signer toute pièce à intervenir. Merci. Ça a été vu en plénière, ça aussi, hein? Oui. Bon. Il y a eu un accord, un avis favorable. Ouais. C'est dans les 3 premiers points. Oui. Bien, y a-t-il des questions? Oui. On aurait aimé en savoir davantage dans le chapitre 65, section de fonctionnement, dépenses, sur les lignes 653.11, 653.13 et 653.14. À quoi ça correspond ce montant total de 85 000 euros? Combien? Si on additionne les trois lignes, ça fait 85, donc prévu au budget. Alors, moi, ce que j'ai, c'était des cotisations, régularisation de cotisations retraite complémentaires de fin de mandat. Et donc, il y aura donc un versement et ça sera compensé sur le chapitre 75 888 par des recettes complémentaires. Voilà, puisque c'est un jeu de dépenses et de recettes sur, en fait, c'est la retraite complémentaire des élus. La retraite complémentaire, d'accord. Oui. Pour avoir une précision, parce que vous nous parlez de
Vous nous parlez de retraite complémentaire de fin de mandat. Pourriez-vous nous en dire un petit peu plus là-dessus? Ben, c'est pas une retraite de complémentaire de fin de mandat, c'est un droit qu'ont les élus aujourd'hui de cotiser pour un fonds retraite et ils ont le droit jusqu'à la fin du mandat de faire valoir ces fonds retraite. Quand les élus sont élus en début de mandat, ils ont une information et c'est vrai que bien souvent, cette information-là, elle passe à la trappe puisque c'est un organisme de retraite qui envoie et souvent le courrier, il est mis de côté et après on oublie. Et c'est vrai que, bon voilà, à la fin des trucs, on dit, tiens, bon, ben ouais, il y a un fonds de retraite, ah mince. Et, ben par contre, le droit leur permet de revenir en arrière. Par contre, c'est comme toute retraite, il faut qu'ils cotisent avec un effet rétroactif. Après, c'est eux qui décident si c'est 1 an, 2 ans, 3 ans. Moi, après, ça ne me regarde pas parce que c'est privé. Et la collectivité reverse aussi une somme, mais en même temps que les gens aient mis l'équivalent pour la collectivité. Voilà. Là, c'est un volume qui concerne tous les élus, enfin qui ont des indemnités ou certains élus l'avaient fait en début de mandat, d'autres ne l'avaient pas fait, voilà. Et puis voilà. C'était une régule, puisque moi, en principe, quand il y a un qui demande, je dois en informer tout le monde pour pas qu'il y ait de dire ah, moi on m'a pas dit, moi je veux pas avoir d'histoire, je préfère mettre tout sur la table. Donc voilà, c'est chaque élu prend après sa disposition, il fait ou il fait pas, mais c'est un droit. Oui, et voilà, et donc je ne peux pas aller contre ça. Après, pour ma part, je l'ai fait le premier mandat. C'était Daniel Ferreloc qui m'en avait informé et j'ai fait le Fompel dès le premier mandat. Donc premier mandat, deuxième mandat et là j'ai remis pour le troisième mandat. Et bon, après, c'est vrai, comme dit Monsieur le maire, il fallait aller chercher l'information. On n'avait pas l'information. Si le gars à Paris, au Salon des maires, nous en informé, mais celui qui restait les deux pieds dans le même sabot, ou qui n'avait pas eu l'information... Ouais. Je rectifie quand même, on reçoit tous, en début de mandat, de la part de ces deux organismes, qui sont Fompel et Carrel, une information, mais c'est vrai que c'est un courrier. Quand vous le prenez, vous avez l'impression d'avoir un truc publicitaire ou quelque chose encore pour parler de cotisation. Et beaucoup d'élus, effectivement, ne réagissent pas. Et comme c'est privé, ça passe pas par les services de la mairie, ça passe, ils ont le nom et l'adresse personnelle, c'est envoyé directement à l'adresse individuelle de chacun. Après, voilà, certains ont fait, d'autres n'ont pas fait, et puis voilà, bon. Et puis aujourd'hui, les gens demandent de régulariser ça, ils régulent, mais par contre, on revient en arrière sur tout ce qu'ils n'ont pas demandé auparavant, tout ce qu'ils n'ont pas cotisé, ils doivent le reverser. Voilà. Ouais. Moi, c'est ce que je peux déplorer. J'entends, c'est un droit, il n'y a pas de souci, mais je déplore quand même que le fait de rattraper les deux mandats sur cet exercice-là, ça pèse sur la section de fonctionnement cette année. Oui. Et au lieu de lisser sur l'ensemble des exercices, exactement, une somme qui aurait été minime. D'accord. Oui. Donc si j'ai bien compris le dispositif, donc les élus qui ont une indemnité de fonction peuvent donc cotiser pour une retraite supplémentaire et je dirais la commune verse la même somme. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a une partie du budget communal qui est impactée. Donc à ce titre-là, est-ce qu'il ne serait pas logique qu'il y ait une transparence vis-à-vis de ça, puisque je dirais c'est quand même les fonds publics en partie qui sont utilisés. Donc que ça soit c'est prévu dans la loi, c'est pas le problème. C'est simplement un problème de transparence, puisque les fonds publics sont engagés. Donc à partir de là, ça serait logique qu'on ait une transparence sur ce sujet-là. Or, c'est la première fois qu'on en parle en conseil municipal, et ça fait déjà 5 ans que le mandat a commencé. Écoutez, tous les mandats sont comme ça, que ce soit les mandats de
les mandats de maire, de conseillers généraux, de conseillers régionaux, de députés, de sénateurs, enfin j'en passe, tous les mandats de tous les élus. Le législateur a prévu cette disposition bien avant que je sois maire et depuis belle lurette, je ne sais plus si c'est les années 70 ou 80, ils ont mis en place ça. Même le maire ne doit pas savoir les noms, parce que c'est confidentiel. Donc la transparence, demandez, alors écrivez au législateur, dans ce cas-là, pour qu'il y ait de la transparence, et je ne crois pas que ce soit la volonté des élus, mais bon, si la loi change pour refaire ça, voilà. C'est une... Alors, moi je voudrais te reprendre, Pierre, excuse-moi, mais le premier mandat, quand j'ai fait la demande, on m'a tiré les oreilles, et Claudie, le nom c'était pas de la transparence, mon nom était cité, et on m'a topé dans le bureau, et tu étais au courant, on m'avait topé dans le bureau pour me dire, tu vas impacter sur les deniers de la commune. Ça, c'était au premier mandat. Donc j'ai dû le faire en mi-mandat du premier mandat. Après, je l'ai refait au deuxième, j'ai refait au troisième. Mais c'était pas en privé, parce que la mairie m'avait topé pour me dire, et tu étais au courant aussi, il n'y avait pas que moi, il y avait Nadine Vourch aussi. C'était pour autre chose. Mais enfin bon, allez, on ne va pas se battre là-dessus. Oui, monsieur Simon. Ce qu'on demande quand on parle de transparence, c'est pas d'avoir les noms et d'avoir qui a bénéficié de quoi, c'est simplement d'avoir un point régulier sur savoir au niveau de l'impact sur les finances de la commune, c'est tout. Ah c'est pas comment dire sur savoir. Sur la ligne 65, au début de chaque exercice, à chaque budget, le budget consacré à ça est indiqué. Donc cette année, effectivement, il augmente, mais il aurait été pris les autres années. De toute façon, ce n'est qu'un effet rétroactif de ce qui est dû, et moi je me contente de respecter la loi, puisqu'on a regardé, c'est obligatoire, et voilà. Mais je suis d'accord avec vous, il pourrait être fait un état, sans citer les noms, effectivement, de dire, voilà, la somme qui est consacrée à ce montant de retraite, voilà. Mes prédécesseurs aussi le faisaient avant aussi, donc il faut dire que c'est pas, on n'a rien inventé ici à la mairie de Guilherme. Voilà. Y a-t-il... Oui. On insiste sur le fait que le dispositif est légal, on ne remet pas ça en cause. Non. Je veux dire, il y a zéro sujet de notre point de vue là-dessus. On n'est pas des députés, enfin bref. En revanche, ce qui est regrettable, c'est que toute cette charge financière-là, elle ne soit effective que sur l'exercice 2025, donc cette année. Forcément, ça a un impact considérable. C'est de l'ordre de 100 000 euros, l'ordre de grandeur. Sur cette année, ça représente un certain nombre de points par rapport aux recettes fiscales, par exemple, ou ce qu'on pourra dégager sur la section d'investissement, etc., etc. Ça a un impact conséquent sur les finances de la commune. Et donc il faut le dire, il faut l'assumer. Et voilà pourquoi. On trouve vraiment dommage que d'autres choix aient été faits aussi, du coup, pendant le mandat. Enfin, c'est toute la cohérence qui est un peu révélée peut-être sur cet exercice-là. Enfin, c'est qu'une interprétation, attention. Ouais. Après, on lit ce qu'on peut peut lire, des chiffres, mais bon, voilà. On regrette en tout cas. Mais bon, je ne vais pas faire de polémique là-dessus. Ça se passe exactement pareil ailleurs, quel que soit le bord des équipes municipales, ça se passe exactement dans le même topo. Pour avoir pris des renseignements à droite et à gauche, c'est exactement de la même teneur. Voilà. On passe au vote sur cette DM. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Cette abstention.
Merci. On continue. Isabelle, c'est le gros point de la rentrée scolaire. Je crois que tu as une PowerPoint à nous présenter. J'ai le diaporama, oui. Diaporama. Donc, je ne vous le fais pas en détail, vous l'avez eu aussi à la commission, et je vous donne les grandes lignes. Hein. Donc, pour l'année précédente, nous étions à 1369 élèves. Pour cette année, nous sommes à 1375 élèves. Donc, nous avons quand même des effectifs stables, avec en école maternelle et élémentaire 800 élèves et sur les collèges publics et privés 575 élèves. Je vous ferai grâce de toutes les différentes courbes, si vous voulez, qui sont faites sur les différentes écoles, les différentes classes qu'on donne par école. Donc, je vous donne juste la grande ligne. Donc, Pauline Kergomard, 252 élèves inscrits contre 267 sur l'année 2024. Châteaubriand élémentaire, 146 élèves inscrits contre 140. Sur Châteaubriand maternelle, 96 élèves inscrits contre 105. Et l'école Sainte-Thérèse, 131 élèves maternels inscrits contre 135. Et 175 élèves élémentaires contre 155 en 2024. Je vous passe la courbe des collèges aussi, qui montre. Pas vite la courbe des collèges. Hein. On voit que voilà. Il y a deux courbes qui se rejoignent. Il y a une qui va dans le mauvais sens et l'autre qui va plutôt à fond. Est-ce que ça va se croiser ou pas? On verra ce que dira l'avenir. Parce que, le privé monte à 271 élèves et le public à 304 élèves. Au niveau des travaux, donc réalisés pendant l'année, donc l'installation des VMC sur les deux écoles pour 4 996. Travaux réalisés aussi pendant l'été, donc école Châteaubriand, il y avait bien sûr le SELF qui est un marché à part. Et il y avait d'autres travaux comme installation des faux plafonds dans le bureau de la directrice, le sol aussi dans la salle informatique ou la réfection du sol dans la BCD élémentaire pour 4 569 €. Travaux en cours ou programmés, donc il y a bien sûr la chaufferie qui est en cours, la réfection de la casquette sur la salle multifonction pour un montant de 5 962 € et à Pauline Kergomard les tracés de jeux thermocollés qui le chiffrage est en cours parce que on était parti sur un programme et en fait l'équipe éducative a changé de projet, voilà, on va dire de projet pour les deux cours, donc on est dans leur attente de retour. Il y a eu bien sûr des travaux en régie, donc le ravalement de la cantine pour 304 €, des travaux réalisés aussi pendant l'été, Châteaubriand, peinture du réfectoire et traçage de jeux de cours dans les deux écoles pour 1 245 €. Et il y a toujours des programmes en cours et pour les travaux, donc l'étanchéité bien sûr de la casquette pour 2 073 €. Alors nous avons eu un joli self, voilà, qui s'est ouvert le premier jour de la rentrée, comme prévu. Et là, je tiens à remercier, Monsieur le maire, tous nos agents qui n'ont pas compté leurs heures pour que ce self... On peut remercier Michel aussi. Michel aussi, bien sûr. Les services techniques... Alors, pour qu'il y ait une transparence totale sur ce dossier-là, tu prévois une journée porte ouverte? Une matinée le samedi avant les vacances. Voilà. D'accord. On fera une petite petite ouverture aux parents pour qu'ils viennent visiter avec un petit café, un petit gâteau. Maison, bien sûr. Attendu, mais aujourd'hui qu'il est livré, tout le monde est satisfait. Oui, les enfants sont très contents, tout se passe bien. Le bruit a été diminué par 50. Enfin, c'est vraiment une grande réussite. Le périscolaire, donc on est à 50 718 repas qui ont été servis sur l'année 2024-2025 sur les deux écoles. On était l'année précédente 50 946 repas.
Donc, bien sûr, on a eu notre cantine temporaire sous la mairie, hein, qui a été aussi un moment intense, qui s'est très bien passé. L'alimentation était bonne aussi, les repas étaient très bons. Donc, nous avons toujours les aînés qui s'invitent à la cantine, qui peuvent venir manger avec leurs petits-enfants dans les écoles. Et donc, pour la pause méridienne, on est à 9 462 heures d'activité. Donc, nos animateurs proposent toujours beaucoup de choses pour nos petits. Les ALSH périscolaires, on est à 8 835 heures de présence le matin et 14 083 présences pour le soir. On a quand même 69% d'enfants qui partent avant 18 heures. Ce qui nous fait un total de 36 408 heures et nous étions à 35 317 heures. Donc ça augmente. Hein. Et le temps de surveillance, qui est un temps qui se passe de 16h30 à 17h, a été utilisé pour 5 720 fois, qui est un petit peu moins utilisé que l'année précédente, qui était de 6 093. Donc voilà, pour cette année 2024-2025, c'était au tour du voyage. Donc les enfants ont pu découvrir les 5 continents avec les équipes. Hein. Il y a eu pas mal de choses, des nouvelles danses, de l'art plastique, les nouveaux jeux aussi hors continent. Donc plein de bonnes choses pour eux. Et la fête des garderies, bien sûr, qui est un grand moment pour fêter la fin de l'année, où on réunit les 2 écoles sur le même site. Et là, il y a des danses, des chants, du maquillage, des jeux. Voilà, c'est toujours une soirée très très sympa. Les nouveaux projets, donc pour la nouvelle année qui arrive, donc pour l'année scolaire, il y aura, la collectivité va financer entre autres les initiatives au breton pour 5 classes. Voity à l'école qui ne s'appelle plus Voity, c'est Ecopousse, hein, pour 6 classes. La journée de l'arbre, bien sûr, pour nos grandes sections, une journée super sympa aussi pour nos petits. Une séance du festival Grande Marée pour les CE1 et CE2 et une intervention d'un artiste dans les écoles en lien avec la programmation culturelle. Bien sûr, dans l'année, il peut y aussi avoir d'autres projets qui peuvent venir, voilà, suivant ce qui se passe sur la commune. Donc, le projet d'animation issu du projet pédagogique sera décliné autour du thème du cinéma et des arts cette année pour les équipes. Donc, septembre-octobre, l'intervention et histoire du cinéma. Novembre-décembre, les métiers du cinéma. Janvier-février, le jeu de voix et trucage. Mars-avril, dans la peau d'un personnage. Et mai-juin, si on faisait un film. Voilà. De très beaux projets pour eux encore tout au long de l'année. Bien, merci. Les commissions ont vu le dossier. Ah non, mais il n'y a pas de vote sur le rentrée scolaire. Non, du tout. Il n'y a pas de vote du tout. Bien, merci pour cette information sur cette très bonne rentrée scolaire. Moi, je suis plus inquiet pour l'avenir dans les années futures pour les effectifs. Pour l'instant, on n'a pas eu de menace de fermeture de classe. Mais à l'avenir, il faudra être très, très prudent. Voilà. C'est pour ça que... Même l'année prochaine, parce qu'on a une centaine de CM2 qui vont partir au collège. Donc, Un point intéressant qui est les droits de mutation, et c'est un signe comme quoi il y a beaucoup de maisons qui se libèrent et il y a des remplacements dans les maisons, en espérant que c'est des familles nouvelles avec des jeunes enfants. Et aussi, il faut que le programme de construction immobilière continue pour pouvoir faire venir de la jeunesse et pour compenser, je dis compenser, c'est un grand mot, mais la chute démographique qu'on va avoir dans les prochaines années. Bon, voilà. Allez, on croise les doigts. Chaque année, suffit sa peine. Ouais.
Isabelle, c'est toujours à Toujours toi à moi. pour la répartition intercommunale des charges de fonctionnement. Donc, l'article L212-8 du Code de l'éducation fixe le principe de répartition intercommunale des dépenses de fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires accueillant des enfants de plusieurs communes. Donc, une commune pourvue d'une capacité d'accueil suffisante pour scolariser tous les enfants résidant sur son territoire n'est tenue de participer aux charges supportées par les communes d'accueil que si son maire a donné son accord préalablement à la scolarisation des enfants concernés hors commune. Donc, toutefois, dans 3 cas prévus par l'article R212-21 du Code de l'éducation, une commune ne peut refuser de participer aux charges de scolarisation d'enfants domiciliés sur son territoire et inscrits dans une école d'une autre commune, même si elle dispose d'une capacité d'accueil suffisante. Donc, lorsque les 2 parents exercent une activité professionnelle et qu'il n'y a pas de service de garderie ou de cantine dans la commune de résidence, lorsque l'état de santé de l'enfant le nécessite, lorsqu'un frère ou une sœur est inscrit dans une école maternelle ou élémentaire de la commune d'accueil, pour relever de ce dernier cas dérogatoire, il est nécessaire que l'inscription du premier enfant soit justifiée, soit par l'un des 2 cas, soit par l'absence de place au moment de l'inscription, soit par la poursuite de scolarisation maternelle ou élémentaire commencée. L'article L212-8 ajoute que la scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être mise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant, commencée ou poursuivie durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil. Les communes de Brest Métropole ont convenu à ne pas instituer de participation aux charges de scolarisation des enfants domiciliés ou scolarisés sur leur territoire, quelle que soit la commune de résidence et la commune d'accueil. Concernant les communes extérieures à Brest Métropole, il est proposé de demander une participation correspondant au coût de fonctionnement des écoles publiques de la commune, tel qu'il est annuellement transmis au service départemental du ministère de l'Éducation nationale. Donc, pour cette année civile 2024, ce coût s'élève à 785 €. Donc, il est demandé au Conseil municipal d'approuver ce principe à cette participation. Alors, c'était vu en commission. Culture, animation, jeunesse, éducation, sport, association. Et la commission affaires générales et finances. Y a-t-il des questions? C'est quelque chose qu'on revoit tous les ans. Il y a juste que le tarif qui a augmenté un peu cette année. Voilà. OK. S'il n'y a pas de questions, je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Donc on continue pour participation pour le dépenses de fonctionnement de l'école Sainte-Thérèse. Voilà. Donc, considérant que la participation des communes aux charges de fonctionnement des écoles privées sous contrat d'association est une dépense obligatoire, considérant que du fait de son caractère obligatoire, le montant du forfait ne nécessite pas le passage d'une convention, considérant que le montant du forfait doit être fixé par délibération et qu'il doit être égal au montant de la participation de la commune pour les élèves des écoles publiques, donc l'article L442 du Code de l'éducation, considérant que le coût moyen de fonctionnement d'un élève des écoles publiques de l'année N-1 est de 785, il est proposé au Conseil municipal de fixer le montant du forfait à 785 € par élève. Le montant total de la participation sera calculé sur la base du nombre d'élèves domiciliés sur Brest Métropole présents à la rentrée 2025-2026. Donc il sera versé en 2 fois, pour moitié en janvier 2026 et pour moitié en avril 2026. Pour l'année 2026, le montant total de la participation de la commune pour les élèves scolarisés à Sainte-Thérèse s'élèvera à 289 élèves fois 785, soit 226 865 €. Donc, pour information, 17 élèves sont domiciliés hors Brest Métropole, 4 en maternelle et 13 en élémentaire. Donc, il est demandé au Conseil municipal de valider le montant de la subvention. Merci. La commission culture, animation, jeunesse, éducation, sport, association a vu le dossier. Et affaires générales et finances. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote?
Il n'y a pas de conseil d'école de Sainte-Thérèse. Non, il n'y a pas. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Il n'y en a pas. Merci. Multi-accueil Les Petits Poussins, le rapport de délégation du service public 2024. Isabelle. Alors, par délibération du 16 mai 2019, le Conseil municipal a approuvé l'attribution de la délégation de service public au groupe solidaire People and Baby Enfance pour tous pour l'exploitation du multi-accueil Les Petits Poussins situé dans les locaux de la Maison de l'Enfance pour une durée de 5 ans. Ce contrat de délégation de service public a pris effet le 1er septembre 2019 et se termine le 31 août 2024. À la suite de la procédure de relance de la délégation, par délibération 2024-039, en date du 30 mai 2024, le Conseil municipal a décidé de confier la délégation de service public au groupement solidaire formé par l'association Enfance pour tous et la société People and Baby, à savoir l'association Enfance pour tous chargée par la gestion du personnel du multi-accueil et la société People and Baby chargée de la coordination et de l'exécution du contrat, donc gestion administrative et financière du contrat. Pour permettre la vérification et le contrôle de fonctionnement des conditions financières et techniques du contrat, le délégataire produit chaque année avant le 1er juin un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution. Le multi-accueil Les Petits Poussins a ouvert ses portes le 2 janvier 2014. Le rapport d'activité retrace la 10e année de fonctionnement. Durant l'année 2024, 65 familles ont fréquenté le multi-accueil, soit 66 enfants ont été inscrits sur l'ensemble de l'année. Donc nous sommes toujours avec la même équipe éducative. Hein. Et vous avez 13 personnes, soit 12,57 ETP pour la crèche. Donc je passe à la synthèse du bilan financier. Hein. Donc le 1er janvier 2024 au 31 août 2024, les charges d'exploitation s'élèvent à 370 349 €. Les produits d'exploitation s'élèvent à 398 438 €. Le résultat de l'exercice est de 28 089 €. Du 1er septembre 2024 au 31 décembre 2024, les charges d'exploitation s'élèvent à 225 390 €. Les produits d'exploitation s'élèvent à 198 912 €. Le résultat de l'exercice est de moins 26 478 €. Donc en cumul pour l'année 2024, donc les charges d'exploitation s'élèvent à 595 737 €. Les produits d'exploitation s'élèvent à 597 350 €. Et le résultat de l'exercice est donc positif de 1 613 €. Sur l'année, nous constatons un excédent. Le service rendu par les professionnels du multi-accueil est de qualité. Enfants et familles sont accueillis quotidiennement dans de bonnes conditions et sont satisfaits du service rendu. Donc, l'équipe du multi-accueil participe toujours activement à la vie de la maison de l'enfance, notamment à travers des partenariats avec les différents acteurs. Merci. La commission culture, animation, jeunesse, éducation, sport et association a vu le dossier. Affaires générales et finances. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Toujours à toi, Isabelle. Oui. Règlement de fonctionnement du modification du règlement Les Petits Poussins. Voilà, donc par délibération 2024-064 du 4 juillet 2024, le Conseil municipal a validé le règlement de fonctionnement du multi-accueil. Le règlement de fonctionnement est à la déclinaison pratique du projet d'établissement. Il précise les modalités d'accueil ainsi que la relation aux familles, notamment les conditions d'inscription, d'admission, les règles de vie quotidiennes et les dispositions concernant la participation financière des familles, conformément à la législation en vigueur. Il est un élément de contractualisation entre l'établissement et la famille. Donc il convient aujourd'hui de le faire évoluer sur différents points. Donc modification du gestionnaire, donc le groupement est remplacé par People and Baby. La notion de projet socle est remplacée par les termes promesse d'accueil. Modification des conditions de vaccination pour être accueilli en collectivité. Précision des règles de sécurité entrée et de sortie de la structure pour les adultes. Modification réglementaire des barèques NAF. Ajout de 2 annexes réglementaires, donc la charte nationale de soutien à la parentalité et la charte de la laïcité. Les autres dispositions sont inchangées. Donc il est demandé au Conseil municipal de valider les modifications du règlement de fonctionnement.
Merci. Y a-t-il des questions? Alors, les commissions ont vu le dossier. Affaires culture, animation, jeunesse, éducation, sport, association. Affaires générales et finances. Y a-t-il des... Oui. Moi, j'ai deux petites questions sur ce sujet. La première, donc la modification du gestionnaire, donc ça veut dire que les salariés ont changé d'employeur, puisque c'était Enfance pour tous, donc maintenant c'est People and Baby. Donc si je comprends bien, les salariés ont changé d'employeur. Et deuxième question, c'est qui a demandé ces modifications du règlement? Est-ce que c'est la commune, ou est-ce que c'est People and Baby? Alors, les salariés, oui, sont passés People and Baby, bien sûr. Hein, voilà. Et le règlement, on le fait évoluer d'un commun accord. Donc, il y a des choses qui sont réglementaires au niveau de la CNAF, les vaccinations, tout ça, c'est du réglementaire. On n'a pas notre mot à dire. Et c'est vrai qu'au lieu de passer simplement deux lignes, et ben à ce moment-là, on regarde en commun, on a regardé s'il y avait des choses à faire évoluer ou pas dans le règlement. Voilà. C'est un travail d'équipe. Hein. Voilà. Autre question? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Thierry Collal, sur le festival Les Mains en l'air 2025, convention avec le Quartz. Le Quartz, partenaire historique du festival Les Mains en l'air, programme et prend en charge la totalité des frais inhérents à la venue à Guilherme du spectacle Quelque chose s'attendrit de la compagnie L'Étendue de l'artiste Renaud Herblin. Hormis les frais techniques pris en charge par la mairie, cela permet de proposer un spectacle supplémentaire au festival, de pérenniser ce partenariat et d'intégrer la communication de la saison du Quartz. La compagnie L'Étendue jouera le spectacle Quelque chose s'attendrit le jeudi 13 novembre dans la salle numéro 1 de l'espace Jean Maubillan pour 3 séances. La convention porte sur la remise à disposition gratuite de la salle 1 de l'espace Jean Maubillan, ainsi que sur la possibilité pour la mairie de Guilherme de vendre un quota de 28 billets lorsque la billetterie sera clôturée. Le Quartz et la mairie de Guilherme se répartiront à part égale les recettes de la billetterie. Donc il est proposé au conseil municipal de valider les termes de la convention et d'autoriser monsieur le maire à la signer. Merci. Commission culture, animation, jeunesse, éducation, sport, association. Vu le dossier? Oui. Favorable. Affaires générales et finances. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. On continue, toujours Thierry, sur le festival Les Mains en l'air 2025, tarification. Tarification, et voilà. Donc, alors, la 8e édition du festival Les Mains en l'air se tiendra le jeudi 13 novembre au dimanche 16 novembre 2025. Pour information, la programmation, donc, en amont du festival, le 2 novembre, il y aura un atelier de création de marionnettes pour la décoration du festival, gratuit et ouvert aux familles et aux bénévoles du festival, par Sabine Mittenhammer. Donc ça sera à l'espace Jean Maubillan à partir de 14h. On poursuivra le mercredi 5 novembre et le mercredi 12 novembre. Alors il y aura un atelier de création et de manipulation de marionnettes mis en place avec l'espace jeune et les artistes associés au festival Les Mains en l'air. Et le résultat de cet atelier, cette création-là sera faite lors de l'apéro marionnette le samedi 15 novembre à l'espace jeune. Le festival, donc le 13 novembre, Quelque chose s'attendrit de la compagnie L'Étendue, donc ça sera à l'espace Jean Maubillan, il y aura une séance à 15h, 18h et 20h30. Même Gauze de la compagnie Les Yeux Creux sera au marché à partir de 17h. Le vendredi 14, une séance amateur, Les Collés aux Portes à 19h30, à l'espace Jean Maubillan toujours. Le samedi 15 novembre, Histoire de poche. Donc il y aura 3 séances à l'espace Jean Maubillan. Après il y aura le chemin des petites formes avec différents artistes. Et ensuite donc la journée se conclura ce samedi donc par une séance d'apéro marionnette avec Sabine Mittenhammer, Olivier Manéval et Antonin Lebrun. Et donc on finira donc le dimanche par quelque chose pour les plus petits, par la compagnie, par le spectacle Chose de la compagnie des Yeux Creux. Il y aura 2 séances.
Les tarifs, donc quelque chose s'attendrit, donc ça sera 15 € pour le plein tarif, 10 € pour le tarif réduit. Même cause, donc le 13 c'est gratuit. La scène amateur, les collés aux portes, c'est gratuit mais sur réservation. Histoire de poche, c'est donc 4 € pour les 3 séances, le samedi 15. Chemin des petites formes, bon, ça sera 4 € pour 2 séances. L'apéro marionnettique sera gratuit et sans réservation. Chose de la compagnie Les Yeux Creux, le dimanche sera à 4 € pour les 2 séances. Ok, merci. Commission culture, animation, jeunesse, éducation, sport, association, vu le dossier. Oui, avis favorable. Commission affaires générales et finances. Avis favorable. Des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Des avis contraires, des abstentions? Merci. Festival des Bobines de l'Étrange, convention de partenariat avec le cinéma Le Bretagne. Alors, l'association Cinéma Le Bretagne, organisateur du festival Les Bobines de l'Étrange et la ville de Guilherme, souhaite nouer un partenariat pour l'accueil d'une séance du festival Les Bobines de l'Étrange le vendredi 24 octobre 2025 à l'espace Jean Maubillan, dans le cadre de la programmation Travelling A de la mairie. Le festival Les Bobines de l'Étrange et la mairie programment une séance, ça sera Le Chien des Baskerville. La ville de Guilherme prend entièrement à sa charge l'organisation et la diffusion du film. Le festival Les Bobines de l'Étrange prend à sa charge l'organisation de la représentation de la séance, ainsi qu'un verre de l'amitié offert à public à l'issue. Le festival Les Bobines de l'Étrange s'engage à citer la ville de Guilherme comme partenaire du festival et à mettre en place une communication commune dans le cadre de cette séance. Donc il est proposé au conseil municipal de valider les termes de la convention et d'autoriser monsieur le maire à la signer. Merci. Commission culture, animation, jeunesse, éducation, sport, association. Affaires générales et finances. Merci. Je passe au vote. Y a-t-il des questions? Non, il n'y a pas. Je passe au vote. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Convention de partenariat avec l'association Destroc. Alors, l'association Desrock, organisateur du festival Desrock et la ville de Guilherme, souhaite nouer un partenariat pour l'accueil du festival Desrock le samedi 4 octobre 2025. Le festival Desrock, présent depuis 2015 sur le territoire brestois, présentera des groupes français de musique métal à rayonnement international, national et local, avec notamment en tête d'affiche le groupe Loot Blast. Les concerts se dérouleront en continu de 16h à minuit sur la scène de l'espace Jean Maubillan. L'accord de principe ayant été validé au bureau municipal du 16 décembre 2024, la convention porte sur la mise à disposition à titre gracieux de l'espace Jean Maubillan pour le montage, l'exploitation et le démontage du festival, la mise à disposition à titre gracieux du matériel inhérent à l'organisation du spectacle, les coffrets électriques, les barrières, etc. Le respect de l'ensemble des obligations légales de l'organisateur pour l'accueil du public et des artistes, la mise en place d'une communication commune, la citation de la ville de Guilherme comme partenaire de l'événement dans toutes les communications du festival et l'attribution d'invitations à la mairie. Il est proposé au conseil municipal de valider les termes de la convention et d'autoriser monsieur le maire à le signer. Commission culture, animation, jeunesse, éducation, sport, association, vu le dossier. Oui, avis favorable. Affaires générales et finances. Favorable également. Des questions? Oui. Petite intervention sur le choix de proposer la gratuité de la salle. Alors, c'est pas du tout qu'on est contre, hein, on n'est pas opposé, ça va plutôt dans le bon sens. On sait que c'est compliqué d'organiser des manifestations sur le plan financier. C'est un peu délicat parfois, donc c'est plutôt positif de la part de la municipalité. Là où on s'interroge, c'est plus sur que ça correspond pas vraiment aux tarifs votés, au tableau des tarifs voté en décembre dernier. Donc ce qu'on voulait savoir, c'est s'il y avait une nouvelle direction, peut-être une modification de ce tableau de tarifs, parce qu'on imagine que vous avez anticipé le fait que peut-être des associations vont elles aussi demander la gratuité à l'avenir pour telle ou telle manifestation. Alors,
ce concert-là rentre complètement dans la programmation de la saison culturelle du Guilher, ce qui explique qu'il y a la gratuité au même titre qu'on fait pour le point suivant pour les bobines de l'étrange. Voilà, ça rentre la communication. Partenariat, donc dans la presse locale, j'ai vu des choses circuler, ça rentre entièrement dans la programmation de la saison culturelle. Okay. C'est pour ça. Autre question? Merci. Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Là, on va changer de registre. Anne-Sophie Morvan, pour le rapport annuel 2024 sur le prix et la qualité des services publics de la gestion des déchets. Vu la délibération de la métropole de Brest, numéro C 2025-611 du 27 juin 2025, il est rappelé que le Code général des collectivités territoriales, modifié par décret, prévoit la présentation du rapport annuel sur la prix et la qualité des services publics, de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés. Ce rapport annuel vise un double objectif: rassembler et mettre en perspective, dans une logique de transparence, les données existantes sur le sujet. Permettre l'information des citoyens sur le fonctionnement, le coût, le financement et la qualité du service, et ce faisant, favoriser la prise de conscience des enjeux de la prévention et du tri des déchets. Une synthèse concernant les chiffres clés pour l'année 2024 est jointe à la délibération. Compte tenu de son volume, le rapport annuel sur la prix et la qualité des services publics des gestions des déchets 2024 n'est pas transmis avec la présente note, mais est à disposition des conseillers municipaux en mairie. En revanche, une version informatique de ce rapport leur a été transmise. Il est proposé au conseil municipal de prendre acte de la présentation du rapport annuel 2024 sur le prix et la qualité des services publics et de gestion des déchets. Enfin, de la gestion des déchets. Et donc, on a reçu une petite présentation A4 avec les chiffres clés 2024. Comme annuellement. Elle a été présentée en commission. Oui. D'accord. Bon. La commission urbanisme, de l'aménagement et développement durable a vu le dossier. Oui. La commission a pris connaissance du dossier. D'accord. Et Affaires générales et finances. Connaissance du dossier. Pareil. Donc il n'y a pas de vote, hein, voilà. Donc on laisse dérouler le. C'est bon. On a fait le. J'ai pas vu. On a déroulé tout le. Ok. Bon. Ok. Point suivant, le rapport annuel 2024 sur le prix et la qualité des services de l'eau et de l'assainissement. Idem, je vous passe vu les articles loi et code général. Il est rappelé que par délibération du 10 décembre 2010 et du 15 octobre 2013, le Conseil de communauté a décidé de confier la gestion de l'eau, de l'assainissement et du service public d'assainissement non collectif, le SPANC, à la société publique locale Eau du Ponant. À ce titre, la SPL Eau du Ponant exploite les réseaux d'eau et d'assainissement de la métropole, finance et réalise les travaux neufs et de renouvellement et gère la relation avec les usagers. En vertu de l'article L2224-5 du CGCT, une présentation d'un rapport annuel sur la prix et la qualité des services publics de l'eau et de l'assainissement doit être faite en conseil municipal au plus tard dans les 9 mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. Ce rapport a été présenté en conseil de métropole lors de la séance du 27 juin 2025. Et là, pareil, compte tenu de son volume, il n'est pas transmis avec la présente note, mais à disposition en mairie. Une version informatique a été transmise aux conseillers. Deux synthèses concernant les chiffres clés pour l'eau et l'assainissement sur l'année 2024 sont jointes à la délibération. Il est proposé au conseil municipal de prendre acte de la présentation du rapport annuel 2024 sur le prix et la qualité des services de l'eau et de l'assainissement. Donc là, pareil, nous avons des formats A4. Bon, la commission urbanisme, aménagement et développement durable. La commission a pris connaissance du dossier. Et l'affaire générale et finances. J'ai pris connaissance du dossier. Merci. Il n'y a pas de vote. Hein, voilà. Ah, c'est bon, c'est fini le truc. Bon. On continue. Maintenant, c'est la cession d'un bien immobilier au 15 rue de Kerzespès. Alors, au décès de Madame Éliane Bossard, veuve Jézéquel, la commune de Guilher a été désignée comme légataire de la moitié de sa succession par un testament holographe daté du 1er septembre 2018. Maître Morgane Lebotte, notaire à Porspoder, a informé la commune de l'état successoral de la légataire, comprenant notamment une maison individuelle située 15 rue de Kerzespès à Guilher, résidence principale de la défunte.
Le testament de Mme Éliane Jézéquel stipule que le legs devra être utilisé pour améliorer le fort de Villeneuve, appelé aussi fort de Pinfeld, ce bien étant la propriété de la commune. Le legs assorti de cette condition a été accepté par un vote au conseil municipal en date du 22 mai 2025. Dans un objectif de partage de l'actif successoral avec les autres héritiers, il y a lieu de procéder à la vente de cette maison individuelle. Il s'agit d'une habitation d'un seul niveau avec 76 mètres carrés,15 de surface habitable, bien entretenue, construite en 2006 sur une parcelle de 502 mètres carrés, cadastrée section BL numéro 441, qui comprend une entrée, une cuisine ouverte aménagée et équipée, un salon séjour, un cellier, 2 chambres, une salle d'eau, un WC et un garage. La propriété se situe en zone UH du PLU, zone urbanisée dont la vocation dominante est l'habitat. La valeur vénale de ce bien appartenant pour moitié à la commune de Guilers a été évaluée dans un avis de domaine en date du 20 juin 2025. Il est envisagé de céder ce bien au prix de 220 000 €. Les frais découlant de cette transaction seront supportés à part égale par la commune de Guilers et les autres héritiers. La succession étant gérée par maître Morgane Lebotte, notaire à Port-Spoder, elle sera chargée de rechercher un acquéreur et de procéder à la vente du dit bien. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les dispositions qui précèdent, d'autoriser la cession de cette propriété située 15 rue de Quinze-Espèces à Guilers au prix de 220 000 €, les frais découlant de cette transaction étant supportés à part égale par la commune de Guilers et les autres héritiers. D'autoriser monsieur le maire ou son représentant à prendre toute disposition et à accomplir toutes les formalités pour l'exécution de la présente délibération. Merci. Commission urbanisme, aménagement et développement durable a vu le dossier. Commission affaires générales et finances. Avis favorable. J'ai juste une petite question sur ce sujet. Comment, une fois que l'affaire sera officielle, on va dire, comment seront fléchés ou suivis les fonds pour la rénovation du fort, enfin l'entretien? Ah ben après on verra bien, il y aura une commission qui va se créer parce que la volonté de Madame Jézéquel, c'était que les fonds aillent dans la rénovation du fort. Alors après il y aura des projets à l'avenir et puis il faudra flécher essentiellement ces deniers là pour aller améliorer toujours dans la continuité d'amélioration du fort de Pinfeld dans sa globalité. Je veux dire, il n'y a pas un budget annexe ou ce type de dispositions spécifiques. Non. Jusqu'à présent, le fort de Pinfeld était fait sur le caractère général, donc sur le budget général. Mais maintenant, effectivement, on va pas dire qu'on va pas faire un budget annexe, mais on va essayer d'orienter les fonds et en priorité, bien sûr, ceux de la cession, de ce qui va nous revenir de cette succession. Autre question? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Unanimité. Toujours cession de la propriété immobilière rue de Clermont-Fort. Alors, par délibération du 27 mars 2025, le conseil municipal avait validé l'acquisition d'un bien immobilier situé 7 rue de Clermont-Fort à Guilers. Cette maison individuelle avait été préemptée par Brest Métropole en vue de constituer une réserve foncière. L'acquisition par la commune avait pour objectif le désenclavement d'une parcelle communale nue d'une surface de 3 478 mètres carrés par le biais d'une création de voie d'accès rue de Clermont-Fort. Le site, situé en zone UH du PLU, zone à vocation dominante d'habitat, représente un potentiel de renouvellement urbain. Dès lors, il est envisagé de le céder à la SAS Saliou, siège social 65, alors excusez mon breton, merci, 29 700 Plomelin, qui porte un projet d'aménagement de l'eau à construire à vocation habitat, avec création d'un accès via la propriété bâtie située 7 rue de Clermont-Fort. La propriété à céder est constituée de la parcelle bâtie cadastrée section BR numéro 201 d'une contenance totale de 738 mètres carrés, 7 rue de Clermont-Fort, comprenant une maison d'habitation d'une surface habitable de 109 mètres carrés datant des années 60, entrée, buanderie, chaufferie, garage, atelier mitoyen, au garage, hall, cuisine, séjour, salon, 3 chambres, salle d'eau, 2 WC, dégagement, cabanon, jardin. Désolée pour tous ces détails. La parcelle non bâtie cadastrée section BR numéro 3 d'une contenance totale de 3 478 mètres carrés.
La valeur vénale de cette propriété a été évaluée dans un avis des domaines en date du 4 juillet 2025. Il est envisagé de céder cette propriété au prix de 440 000 € et les frais découlant de cette transaction seront supportés par l'acquéreur. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les dispositions qui précèdent, d'autoriser la cession de cette propriété composée d'une maison individuelle et ses dépendances situées 7 rue de Camonfort, section BR, parcelle numéro 201, contenance totale de 538 m², et d'un terrain non bâti, section BR, parcelle numéro 3, contenance totale de 3 478 m², au prix de 440 000 €, les frais découlant de cette transaction étant pris en charge par l'acquéreur. D'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à prendre toute disposition et à accomplir toutes les formalités pour l'exécution de la présente délibération. Avis de la commission urbanisme, aménagement et développement durable. Avis favorable, 3 voix, 2 abstentions. Ok. Affaires générales et finances. Avis favorable. D'accord. Y a-t-il des questions? Oui. Oui, moi j'aurais une simple première question. Pourquoi le choix de cette société-là? Le choix de cette société-là. Alors j'ai rencontré beaucoup de... quand on a fait la transaction avec la métropole, j'ai des promoteurs qui se sont manifestés. J'ai reçu aussi tout le voisinage. Alors je dis ça en parenthèse parce que ça a l'importance. Beaucoup de promoteurs, c'était pour effectivement soit démolir la maison et y faire du collectif, c'est-à-dire sur une parcelle de combien il y a 500 plus 3400, ça fait 4000 m², vous pouvez en faire du collectif. Et c'était beaucoup du collectif, alors social très peu, mais du collectif à plusieurs niveaux. Quand j'ai reçu les voisins m'ont dit, je sais pas, entretenu peut-être par une certaine population, en disant que on allait faire du bétonnage dans ce secteur-là. Donc mon choix a été très vite et mon choix est d'emblée depuis le début. Je rappelle que cette parcelle était ciblée en 2008. En 2008, cette parcelle a été ciblée pour en faire effectivement plutôt un petit lotissement que de faire un endroit de densité. Donc voilà, dans les promoteurs que j'ai vus, beaucoup c'était ça. Et j'ai eu une proposition, une rencontre d'une personne qui dit, moi c'est pour faire vu que je suis constructeur, je souhaiterais faire un petit lotissement. Maintenant, quelles sont les normes au niveau du PLU? Il y a eu un permis d'aménager de déposer. Le permis d'aménager déposé je ne sais plus depuis quand, mais il est déposé depuis quelques semaines. Et donc, il est en cours d'instruction. Il y a des petits points qui doivent être, mais voilà. Pourquoi cette société-là? Parce qu'elle correspond à ce que je souhaitais. Elle rétrocède le talus que les voisins m'ont demandé de garder. Au lieu de le garder dans le lotissement, il va être rétrocédé pour que les voisins qui habitent dans leur maison, ils puissent préserver le talus, les arbres dessus et que ce soit leur entretien à eux. Donc c'est un accord. Il y a un accord sur toute la ligne et ça va être un petit lotissement de 5-6 maisons. Et je crois qu'il y aura, dans la permis d'aménager, au moins 3 logements qui vont se faire dans la maison, anciennement maison Guével et des dépendances. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Merci pour ces précisions. J'aurais une autre question, puisque quand on lit la délibération du conseil municipal, donc c'est-à-dire la délibération sur laquelle on doit se prononcer, oui. On voit simplement qu'il est envisagé de céder à la société, le terrain et la maison. Il n'est pas du tout, évoqué le projet. Donc, quelles sont les obligations qu'aura l'acquéreur une fois qu'il l'aura, acheté parce que je veux dire la délibération du conseil municipal ne me paraît pas très contraignante. Vous dites sur ce qu'il va faire à l'intérieur. Ce qu'il va en faire. Il y a un permis d'aménager qui est déposé à la métropole. Hein. Il est déposé en mairie, il est en cours d'instruction à la métropole. Donc on sait aujourd'hui que le projet d'aménager, je crois que c'est 5 lots de construction, avec une route qui partira du bord de la route de Carmofort.
Je vais revenir un peu à la genèse de tout ça. Quand on a fait avec l'ADEPA à l'époque une analyse de tous les terrains qui seraient susceptibles d'être mutés dans la ville de Guilherme, ce terrain avait été, comment dire, répertorié, et effectivement, le seul problème qu'on avait, c'est qu'on n'avait pas d'accès. Et donc, moi, j'avais dit à l'époque, quand dans la rue Maïla-Bourdonnais, rue Tanguy-Malmanche, il faudra être vigilant quand il y aura des mutations de maisons, on faudra préempter pour qu'on puisse accéder par là. C'était, à l'époque, le choix. L'histoire a fait que ça s'est pas passé comme ça. Madame Guével est décédée et que les enfants ont vendu la maison. Et je trouve que les enfants, il y a un qui est à l'école avec moi, je l'ai appelé tout de suite, je le connaissais bien. Je lui ai dit, mais nous, on va sans doute préempter. Il me dit, moi, je m'en fous. Si c'est la ville de Guilherme qui l'achète la maison, il n'y a pas de souci. Il me dit, est-ce que ce sera pour la raser? Je lui dis, moi, je ne souhaite pas, parce que c'est une histoire. Il y a une histoire de cette maison, quand même. C'est une vieille famille de Guilherme, la famille Guével. Ceux qui se rappellent, et il y a quand même tout Carmonfort et tout ça. Donc, je dis, non, si on peut la garder, on le fera, mais c'est un souhait. Mais après, je ne sais pas du tout comment, parce que nous, on a vocation à préempter pour pouvoir avoir accédé au terrain, mais on n'a pas volonté, c'était pas de faire un lotissement communal. Surtout que, voilà, le prix d'achat, plus les frais, on serait très vite arrivé à des prix très conséquents. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, il y a un permis d'aménager avec des maisons dans le terrain et un réaménagement de la maison en logement. Voilà. Alors, après, moi, je ne rentre pas dans les détails de ce qui va être fait à l'intérieur, mais il y aura, avec les garages et tout, ça va être réaménagé. Et avec une cession, je répète, du talus aux voisins pour qu'ils puissent préserver leur arrière de maison, de terrain, puisque le talus ne leur appartenait pas. Et effectivement, le promoteur, demain, il dit, je rase. Donc voilà, c'est une demande des voisins. Donc j'ai répondu favorablement à cette demande. Après, la transaction se fera entre l'acquéreur et les voisins, et sous les conditions qui ne seront plus les nôtres. Moi, j'ai pas très bien compris la réponse à la première question. J'ai compris qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres, il n'y a pas eu. Ah ben, il n'y a jamais eu d'appel d'offres. Enfin, ou de mise en concurrence des projets, des propositions, de promoteurs différents. Tout. Mais écoutez, quand vous avez les promoteurs qui viennent vous dire qu'ils vont faire trois niveaux, je prends un exemple. Le dernier en date. Après, c'est comme ça. C'est pas une critique que je fais là. Aménatis, qui a acheté le terrain de la ferme Adam. Hein, voilà. Bon, écoutez, ils ont fait la densification. Moi, quand j'ai reçu le voisinage, ils n'en voulaient pas. Moi non plus, je n'en voulais pas. Je voulais pas de logement social. C'est pas parce que je n'en veux pas sur la commune. C'est que là, je pense que c'était pas adapté. Je ne voulais pas à ce qu'on fasse un collectif avec densité. Sachant très bien que les voisins n'en voulaient pas. Et moi non plus, je n'en voulais pas, puisque dans ce secteur-là, on considère que c'est quand même plus, je dirais, pavillonnaire que autre chose. Donc, mon choix, aujourd'hui, dans les propositions que j'ai eues, c'était quelqu'un qui correspondait à ce que moi je demandais et ce que les personnes se demandaient. Est-ce que le prix a été changé? C'est l'évaluation des domaines. Donc, bon, voilà. Il y a des problèmes sur la maison parce que c'est une maison qui doit avoir 60 ans ou 50 ans et qu'il y a des problèmes d'assainissement et de raccordement et qu'effectivement, quand vous vendez une maison, vous devez la donner au propriétaire en étant aux normes. Donc effectivement, il y a une petite différence de prix entre l'évaluation des domaines, mais qui c'est qui va prendre en charge? Il se débrouille pour remettre aux normes les eaux pluviales et les machins, puisque à l'époque, vous savez, on n'était pas raccordé forcément tout à l'égout, et les choses étaient un peu fait branlant, mais c'était comme ça à l'époque. On va pas renier, mais aujourd'hui, on doit se mettre aux normes. Bon, voilà. Autre question? Oui. Oui. Il y a quelque chose qui me dérange, je l'ai dit en réunion de bureau, c'était une société de Plomelin qui venait prendre un marché brestois. Et donc, comme ça me dérangeait, je suis allé fouiner un petit peu sur Internet. Et là, je vois que la société a été rachetée, elle a cédé ses parts à la société HSPL. Alors, qui achète? Saliou, sa femme et monsieur et madame Saliou
ont cédé leur part à 2500 actions. Je crois qu'ils ont cédé à la HSPL. La HSPL, on sait tous qui c'est. Alors maintenant, savoir juste, moi ça ne me dérange pas, le projet me convient parfaitement, mais savoir si c'est Saliou qui l'achète ou alors M. Jacques Mandy. M. Saliou est constructeur. Oui, mais donc la SAS Saliou, c'est la HSPL qui l'achète. Oui, voilà. Mais il y a un montage financier dans une société. Après, moi je ne rentre pas. À partir du moment où ça correspond à mon. Mais tout à fait. Je suis d'accord avec toi, Pierre. Mais seulement, il faut savoir si c'est la HSPL ou si c'est la société Saliou qui n'a plus de billes. Moi, je lis la délibération. C'est la SAS Saliou. Dans ce cas-là, il faudra changer. Alors ça peut être, je ne sais pas du tout comment c'est marqué dans le. Parce que quand tu lis le pavé sur Internet, c'est pas du tout. Saliou n'existe plus. La SAS Saliou, Monsieur Saliou existe toujours. La SAS Saliou existe toujours. Elle a été rachetée par la HSPL. Tu dis, mais la SAS Saliou, c'est comme beaucoup de sociétés existent longtemps après leur avoir vendu. Depuis le 31 août 2024, tout a été cédé à la HSPL. C'est pour ça, savoir qui c'est. Moi, il n'y a pas de problème. Pour ce qui est tu t'es bien battu de façon qu'on n'ait pas d'immeuble. Là-dessus, il y a aucun. Mais seulement que ça soit clair si c'est ça, une société de Pomelin, ou alors si c'est une société locale. Je cache pas parce que vous le savez, je viens de faire une société. Aujourd'hui, tant que la société n'était pas montée, c'était Pierre Augor qui rachetait en substitution le jour où je signe la société, que la société soit créée. C'est exactement la même chose. Voilà. C'est comme ça. Ici, c'est fait depuis 31 août 2024. Voilà. 2025, pardon. Voilà. Mais ça sera clair dans l'acte notarié, enfin dans les actes, je pense que tout sera bien défini. Oui. Non, je rebondis un peu sur ce point-là, puisqu'on a eu le même phénomène pour l'immeuble de la Poste. C'est-à-dire qu'on a voté en conseil municipal la cession à une société et le permis de construire a été accordé à une autre société. Oui, mais c'est toujours, je vous dis, dans le montage d'une société, quand on je sais pas, il y a certains ici qui ont créé des sociétés, vous savez que quand la création n'est pas faite, c'est marqué dans l'acte notarié, dans le compromis d'achat, susceptible de substitution à une société qui est en cours de réalisation. Et vous ne pouvez pas le mettre dans le compromis tant que la société n'a pas sorti son cabis. Enfin, le cabis n'est pas voté. Enfin, moi, je suis un peu là-dedans, mais ceux qui sont là-dedans savent comment ça fonctionne. Et je vous dis, j'ai aucune part dans ces sociétés-là, pour être plus clair aussi. Autre question? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci. Et dernier point, dénomination de voie rue Evelyne Robe Lucas. Alors, le permis de construire relatif à l'opération immobilière Le Clos du Pré a été délivré le 27 mai dernier pour la réalisation de 19 logements rue du Tumulus. Afin de desservir ce projet, une nouvelle voie sera aménagée partant de la rue du Tumulus et se terminant en impasse. Il est proposé au conseil municipal la dénomination suivante, rue Evelyne Robe Lucas. Présidente du groupe Robe et première femme présidente de la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne-Ouest, la CCI MBO. C'est pas chien. Non, un plan. Ouais, je sais pas. Tu peux le mettre. La commission humanisme, aménagement et développement durable a vu le dossier. La commission générale des finances. Voilà. Donc, vous avez la résidence senior en bleu, là, et donc le projet de la voie, tout simplement parce que aujourd'hui, les entreprises qui sont sollicitées pour démarrer ou faire le futur projet, rue du Tumulus, rue Fraissinet, ils ne savent plus trop où aller. Donc, en accord avec la famille Robe, comme c'était un terrain qui était anciennement acheté par Jean-Jacques Robe,
on a prévenu, enfin, on a demandé à la famille si c'était possible, et c'est même pas, ils n'ont pas dit oui, ils ont dit qu'ils étaient très contents qu'elle soit baptisée cette rue Rob Lucas. Parce que, bon, effectivement, les gens Evelyne Lucas connaissent, mais l'histoire, c'est quand même, c'est l'histoire Rob. Donc, on a mis Rob Lucas. Et d'ailleurs, il y aura la même chose à Brest, je ne sais plus dans quelle rue, mais il y aura exactement la même chose pour elle. La commission aménagement, aménagement et développement durable a vu le dossier. Affaires générales et finances. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Unanimité? Merci. Y a-t-il des questions diverses? S'il n'y en a pas, le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 4 décembre. Bonne fin de journée à vous.